L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence Joseph Aoun, président de la République du Liban. Je prie le protocole à bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. السيدة الرئيسة، السيد الأمين العام، زملائي السيدات والسادة رؤساء الدول. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour parler de paix, de développement et de droits de l'homme, alors que mes compatriotes sont confrontés à la mort dans leur quotidien, qu'une partie de mon pays demeure occupée, que ma patrie et mon peuple vivent dans l'adversité et l'incertitude du devenir. Cette situation me ramène 77 ans en arrière, au comité de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Lorsque la grande Eleanor Roosevelt intervint dans un débat animé en soutien à l'un des membres de ce comité afin qu'il ne soit pas laissé seul, dit-elle à son auditoire, ce à quoi le membre concerné répondit « Madame, mon souci n'est pas de me ranger du côté de la majorité ou de la minorité, mais du côté de la vérité. » L'auteur de ces mots n'est autre que Charles Malek, le philosophe libanais qui a contribué, avec d'autres grands esprits de ce monde, à donner à l'humanité cette déclaration éternelle. Il a également eu l'honneur de présider cette assemblée de 1958 à 1959, représentant mon pays, le Liban. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai voulu commémorer cet incident aujourd'hui pour deux raisons. D'abord, pour exprimer mon immense fierté, mais aussi mon sentiment de responsabilité accrue alors que je m'adresse à vous pour la première fois en ma qualité de président de la République libanaise à l'occasion du 80e anniversaire de cette grande organisation. Deuxièmement, parce que l'objet de notre session est de réfléchir à la relation inhérente entre ces trois principes vertueux que sont la paix, le développement et les droits humains. Et l'expérience libanaise, de même que les enseignements tirés au niveau régional et international, nous enseignent qu'il ne peut y avoir de développement sans paix, de croissance dans le chaos ou de prospérité au cœur des guerres et des conflits. La paix étant l'unique terreau du développement. De plus, ces mêmes expériences nous montrent que s'il ne peut y avoir de développement sans paix, celle-ci ne peut exister sans la justice. Or, la justice même est inatteignable sans les droits de l'homme, notamment le droit fondamental à vivre dans la dignité. Sans dignité, la paix est une illusion, une terre aride, oppressive, où ne pousse que la pauvreté, la violence et la guerre. Depuis la fondation de cette assemblée et de cette noble organisation, sa charte stipule la détermination de préserver les générations futures du fléau de la guerre, afin de vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage. Il est également question du recours aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Ces principes honorables figurent sur la charte de notre organisation depuis 80 ans, alors que dans notre vécu quotidien, le sang de nos peuples continue de couler. Les raisons pour cela sont multiples. Elles peuvent être attribuées à la nature humaine, ou à la dynamique des relations entre pays, au conflit d'intérêts, à l'hégémonie, ou encore à la capitalisation des atouts de puissance dans tous les domaines. Cependant, depuis 30 ans,
Un nouveau facteur est venu attiser cette situation, et plus particulièrement depuis que de cette même tribune on commençant à parler d'un nouvel ordre mondial. La cause principale découle des défis posés par la pluralité au sein des sociétés, qui se manifestent en crise d'identité, d'ethnicité à l'ère de la mondialisation. D'un côté, les hommes expriment un besoin réel de coopérer et de s'intégrer, et de l'autre, cette même impulsion génère une peur que cette ouverture de mette en péril leur identité. Cette dualité a contribué à reconduire l'humanité vers les conflits. Nous devons reconnaître ici que la religion est un facteur primaire, encore et aujourd'hui, dans la définition des identités des groupes humains. Au nom de la religion, des pays sont en guerre. De plus, la religion continue de façonner le monde d'une manière très profonde. Alors que l'islamophobie et la peur de l'autre, de la différence montent en Occident, l'Orient reste hanté par le souvenir de la colonisation et les reliquats des guerres de religion. En dépit des avancées scientifiques remarquables, le monde se trouve piégé dans une époque révolue. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, du cœur de ce dilemme émerge le rôle unique du Liban et sa signification sur la scène internationale. Au milieu du choc des civilisations, le Liban apparaît comme une nation où chrétiens et musulmans coexistent, égaux, à l'ombre d'une constitution qui garantit une représentation équitable aux deux communautés, au Parlement et au Conseil des ministres, et un cadre de citoyenneté pour tous les individus. Ce modèle bien que critiqué par certains, offre une approche unique, telle que sa sainteté. Le pape Jean-Paul II l'a décrit, je cite, « Le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de pluralité et de liberté pour l'Orient et l'Occident. » Fin de citation. Je le répète et je le souligne. Le Liban est un message de liberté et de pluralité. Dans une région où les hommes tuent et se font tuer pour leurs croyances religieuses ou même pour un signe religieux ostentatoire, le Liban apparaît comme un modèle unique et remplaçable. Dans ce monde tourmenté, tiraillé entre ceux qui veulent imposer un habit religieux et se déterminer à les en empêcher, le Liban offre un modèle unique, indispensable à la région et au monde entier. Un modèle qui mérite de vivre, un modèle qui doit exister pour la région et pour le monde, un modèle qui m'a permis à moi, Libanais arabe, de devenir le seul président chrétien dans une région qui s'étend de l'est de l'Asie aux côtes de l'Europe. Mon pays, ce Liban, à la fois terre de laïcité et de foi profonde, existant sans la coercition d'un quelconque contrat, d'une restriction ou d'une imposition de quelque sorte, est en vérité un modèle à préserver par tous ceux qui croient en un avenir meilleur pour l'humanité. Cela appelle deux questions essentielles. Pourquoi la communauté internationale devrait-elle se soucier de la préservation du Liban? Et deuxièmement, et comment cela peut-il se faire? En effet, la sauvegarde du Liban, unique modèle de coexistence, est un devoir humain fondamental, puisque cette expérience, elle venait à disparaître, ne pourrait être reproduite nulle part ailleurs. Si ce modèle disparaît, où pourrions-nous le reproduire par ailleurs? Si le chrétien disparaît du Liban, l'équation, cet équilibre délicat s'effondre et sa justice disparaît. Si le musulman tombe, l'équation chancelle et son équilibre se brise. Et ceci
sapera également la justice. Ainsi, la chute du Liban, précipitée par la perte de l'une de ses composantes intégrales, favoriserait de part et d'autre du globe la montée de tous les extrémismes et de la violence physique, morale, voire sanglante. Il est clair, à mes yeux aujourd'hui, que nombre des raisons sous-jacentes de la guerre au Liban, de même que les motifs insidieux qui en sont la cause, des motifs plus profonds, avaient pour but de détruire ce modèle unique. Ces actions ont servi à justifier un Orient fracturé par des identités et des ethnicités rivales, destinées à maintenir la région dans un état de conflit permanent. Bien que certaines entités puissent tirer profit de cette situation, son contraire néanmoins demeure dans l'intérêt du monde et de l'humanité qui œuvre pour la paix globale. Ainsi, la réussite de l'expérience libanaise servirait de modèle de référence pour tous les pays. Ce modèle aujourd'hui est le modèle d'un Liban qui est aujourd'hui un pays vivant, résolu, déterminé et énergique, refusant de succomber face à l'adversité. Pour le sauver, il faut tout simplement s'engager fermement, en parole et en action, afin de le libérer de l'occupation et d'assurer la souveraineté exclusive de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire, uniquement par ses forces armées légales et légitimes. Telle est la volonté unanime des Libanais depuis la déclaration du 27 novembre 2024, qui fut adoptée avec le soutien des États-Unis, de la France et de cette même organisation, comme mécanisme pour appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité. J'avais réaffirmé cet engagement dans mon discours d'investiture en janvier 2024, après mon élection à la présidence, et le gouvernement aussi l'a réaffirmé dans son communiqué ministériel en février dernier. Tout au long de nos négociations avec l'émissaire du président Trump, l'ambassadeur Tom Barak, nous avons travaillé à l'élaboration d'un document pour garantir la stabilité sur notre territoire. Nous nous y sommes engagés, nous attendons que les parties concernées s'y engagent à leur tour. Le Liban cherche précisément cela aujourd'hui. Permettez-moi ici de vous parler en toute franchise. Permettez-moi ici de souligner avec beaucoup de fierté le caractère exceptionnel de mon pays, de mon peuple. Et nous méritons de le dire. La diaspora libanaise, dont les membres visitent chaque année le Liban, en nombre équivalent au tiers de la population résidente, constitue un testament à l'attachement des Libanais à leur mère patrie. De plus, chaque grand chantier ou projet majeur de notre région porte une signature libanaise, et pas un événement artistique ou culturel ne se fait sans une empreinte libanaise. En fait, je peux dire, avec quasi certitude, que dans chaque œuvre significative, il existe une contribution libanaise. Plus encore, parmi les membres de cette assemblée distinguée, rares sont les pays qui n'accueillent pas sur leur sol une présence libanaise active, productive et engagée. Les Libanais s'intègrent harmonieusement dans leur pays d'accueil. Nous, mesdames et messieurs, sommes d'un pays capable d'embrasser la modernisation et nous avons déjà entrepris un programme progressif pour notre sortie de la crise économique et financière. Il comporte un audit financier indépendant et prévoit la restructuration du secteur bancaire et la modernisation de l'administration. Nous avons également entrepris la lutte contre la corruption et le crime organisé afin de rétablir la confiance des Libanais en leur État et la confiance du monde dans le Liban. Simultanément, nous avons entamé des réformes législatives et institutionnelles consacrant l'indépendance des autorités de régulation des secteurs productifs du pays. Nous avons aussi consolidé l'indépendance du système judiciaire et nous nous sommes alignés sur les normes internationales dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Notre gouvernement a également entériné récemment l'adhésion du Liban à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, fidèle à notre engagement historique vis-à-vis des principes de la légitimité internationale. De même,
que nous sommes résolus à promouvoir les libertés publiques, à lutter contre les discours de haine et à engager les femmes et les hommes dans la prise de décision, y compris les jeunes femmes et les jeunes hommes. Nous ne serons prospères que si nos citoyens, tous nos citoyens, vivent dans la dignité. Mesdames et messieurs, l'investissement du Liban dans l'enseignement de qualité est séculaire. Aujourd'hui, cet investissement s'étend à l'économie de la connaissance. Le Liban, fort d'un capital humain inestimable, se trouve à un carrefour incontournable par où passent tous les couloirs commerciaux. Nous avançons sur tous ces plans, alors que notre pays ploie sous plusieurs fardeaux simultanés. Nous assumons ces fardeaux avec sérieux et responsabilité. Le plus pressant demeure l'instabilité le long de notre frontière sud, où nous demandons l'arrêt immédiat des agressions israéliennes, le retrait total de l'ensemble de notre territoire occupé et la libération de nos otages, que nous n'oublions pas, que nous ne laisserons pas de côté, et nous insistons sur l'application complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Cela peut se faire avec l'aide du mandat accordé à la force de la FINUL, en collaboration pour une période transitoire avec l'armée libanaise afin de rétablir la paix et la stabilité. Dans ce contexte, permettez-moi de remercier les membres du Conseil de sécurité qui ont voté le renouvellement du mandat de la FINUL afin de nous aider à rétablir une paix et une stabilité durable. Cependant, les causes profondes de notre conflit transcendent nos frontières. Pour cela, notre devoir moral, humain et politique est de demander la fin immédiate à la tragédie qui se déroule à Gaza. Nous appelons à la relance d'un nouveau processus politique visant à trouver une solution juste et durable au problème palestinien, à la question palestinienne issue de la décision de la communauté internationale et du principe de la solution des deux États vivant dans la sûreté et la dignité, telle que votée par votre Assemblée générale à la majorité de 142 États. Dans la déclaration de New York. Le deuxième fardeau que nous sommes contraints d'épauler à l'heure actuelle est la question des déplacés syriens qui a lieu sur notre sol et qui, lorsque mesurée au nombre d'habitants au Liban, reste inédite, étant la plus grande dans l'histoire. Le Liban espère des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées ainsi que des autorités syriennes qu'elles apportent une solution à cette situation critique. À travers des négociations directes et avec le soutien du Royaume d'Arabie saoudite, nous souhaitons trouver des accords et des mémorandums d'accord sur tous les aspects de nos relations bilatérales. Sur plusieurs aspects de ces relations, le but étant d'assurer le retour en sécurité et en toute dignité des citoyens syriens déplacés et de rétablir les relations spéciales qui unissent le Liban et la Syrie, relations de bon voisinage et de coopération étroite dans différents domaines dépassant ainsi tous les malentendus du passé. Le troisième fardeau qui nous accable aujourd'hui est la reconstruction du Liban par suite de l'agression israélienne sur notre territoire, surtout en ce qui concerne l'infrastructure nécessaire au retour de l'autorité libanaise à l'ensemble des zones frontalières. Mais aussi la reconstruction des habitations et des villages passés au bulldozer et anéantis par l'agression, car il ne peut y avoir de stabilité s'ils ne sont pas reconstruits et leur beauté retrouvée. De plus, subsiste la question de la fourniture aux forces armées légales des moyens nécessaires pour assurer la défense du territoire et l'intégrité nationale. Nous demeurons confiants dans les initiatives publiques visant à organiser des conférences internationales dédiées à cet effet. Mesdames et messieurs, le Liban ne recherche aucune faveur, aucun privilège. Il appelle, en fait, la communauté internationale à agir avec responsabilité, équité et égalité, lui permettant ainsi de recouvrer son rôle comme terre de liberté et de pluralité. C'est ce même esprit qui a motivé cette vénérable assemblée le 16 septembre 2019 à répondre favorablement à sa requête d'établir
l'Académie de l'homme pour la rencontre et le dialogue. Sur son sol, une décision ajournée, éclipsée par les différentes crises que le Liban subit depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le Liban est résolu à faire revivre cette initiative vitale du 16 août 2019. Notre engagement consiste à nous rassurer nous-mêmes et envoyer un message au monde. Le Liban veut retrouver sa juste place au sein de la communauté internationale et son statut parmi les pays réunis aux Nations Unies, plateforme des valeurs humaines et de l'avancement de l'humanité. Pour finir, je souhaite revenir à mon message d'ouverture. Alors que je me tiens parmi vous, plaidant pour la paix, mes compatriotes continuent de payer de leur vie. La lutte reste très acharnée entre deux options, un Liban, terre de vie et de joie, irradiant ses deux valeurs, sa région au monde entier, ou un Liban, lieu de misère et de malheur, disséminant les graines du conflit à la région et au monde. Nous, au Liban, avons choisi la première option, un Liban, terre de vie et de joie, et nous allons nous y engager entièrement. Je fais appel à vous tous pour la paix dans notre région, ainsi que pour le bien de l'humanité. Tenez-vous à nos côtés, n'abandonnez pas le Liban. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je souhaite remercier le président de la République libanaise. L'Assemblée va maintenant entendre une allocution